Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Nous voilà de retour pour une autre saison, après cette belle été que nous avons eue. Nous vous souhaitons tous un très bel automne en notre compagnie. Voici le contenu de cette édition du 23 septembre. Roch Audet, maire de la ville de Bonaventure, ainsi que le directeur général de la ville, François Bouchard, nous informent sur le projet de préservation de la rivière Bonaventure. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous explique le tournant du comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie vers le pôle des technologies propres. Sylvain Badram, coordonnateur au collectif alimentaire, nous donne un aperçu de leur programmation. Résumé du 5 à 7 festif du mardi 18 septembre organisé par l'organisme Femmes en Mouvement, ayant pour but la présentation de leur programmation pour cet automne. Michel Langelier, comédien, danseur, musicien et intervenant psychosocial originaire de Chandler, nous parle de son spectacle intitulé « Vrai ». Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, voici les résultats de l'élection partielle de la ville de Passepébiac qui a eu lieu dimanche le 16 septembre dernier. Au poste numéro 3, Henri Alain remporta avec 487 votes contre 412 pour son adversaire Jacques Englert. Au poste numéro 6, c'est Roméo Briand qui remporta avec 653 votes contre 255 pour son adversaire Jean-Marie Castillo. Un total de 930 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote sur les 2798 inscrits sur la liste électorale pour un pourcentage de 33,23 %. Mardi, le 18 septembre, avait lieu une conférence de presse concernant le projet Opération Rive, un projet de préservation de la rivière Bonaventure. Écoutons Roch Audet, maire de la ville de Bonaventure, ainsi que le directeur général de la ville, François Bouchard, qui nous informe sur ce sujet. Nous sommes ici réunis afin de vous présenter un projet initié par la ville et qui concerne la rivière Bonaventure, notre rivière. Vous n'êtes pas sans savoir que les citoyennes et les citoyens de Bonaventure sont très fiers de leur rivière, de la qualité de l'eau, de la limpidité et de sa contribution à l'histoire de Bonaventure. Nous considérons la rivière Bonaventure comme une des richesses de notre territoire. Il y a plusieurs années, la Ville s'est engagée à tout mettre en œuvre afin de protéger cette ressource indispensable à la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens et pour le développement économique. Nous sommes conscients que la rivière présente des signes de dégradation et nous, la Ville de Bonaventure, avons le devoir et la responsabilité de préserver ce patrimoine naturel. En lançant Opération Rive, la Ville de Bonaventure s'engage concrètement dans la protection de la rivière Bonaventure. Ce projet s'échelonnant sur une période de 3 ans vise à accompagner les propriétaires riverains dans l'aménagement, la restauration, la végétalisation de leurs rives. Avec notre partenaire, le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous entamons une initiative régionale qui, nous l'espérons, sera inspirée d'autres villes ayant à cœur la protection de leurs rivières. On vise par ce projet-là la protection et la remise en état des rives, de la bande riveraine de la rivière Bonaventure. La bande riveraine, c'est une section de 20-25 mètres qui est située en haut de la ligne des hautes eaux. Et à l'état naturel, c'est constitué principalement de plantes herbacées, d'arbustes, puis d'arbres. C'est sûr qu'avec le temps, avec les citoyens, les gens qui s'installent, souvent cette portion-là de la rivière peut être modifiée, les arbres peuvent être coupés, ou les gens font des interventions qui peuvent nuire à l'état de la rivière. Parce que cette bande-là, la bande riveraine, sert de filtre naturel de protection de la rivière pour tout ce qui peut être de polluants qui pourraient venir ou d'éléments qui pourraient venir dans la rivière. Ça sert également d'habitat pour une multitude d'espèces qui sont importantes dans la dynamique, dans l'écosystème de la rivière. Puis ça fait également de l'ombre à la rivière qui permet au développement des espèces qui sont présentes dans la rivière et leur protection. Donc c'est important pour nous, pour préserver à long terme la rivière Bonaventure, de préserver et de remettre en état cette bande riveraine-là. Le dossier, en fait, comment ça se déroule, c'est que chaque citoyen va être rencontré individuellement. Chaque propriétaire riverain va être rencontré individuellement.
La première étape du projet, c'était de s'asseoir. Le Conseil de l'eau s'est assis avec Florence, avec nous, on s'est assis tous ensemble pour essayer de déterminer les étapes, comment on procéderait pour faire ce travail-là. Il y a eu un travail préparatoire. Avant d'aller sur le terrain, il y a toujours un travail préparatoire par le Conseil de l'eau, par les agents terrain, d'écrire une première description du terrain, puis de voir les contraintes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Ensuite, ce qu'on fait, on a préparé une panoplie de documents là, que vous avez peut-être dans vos pochettes là, qui vont servir à décrire le milieu, décrire la bande riveraine du propriétaire proprement dit. Par la suite, les agents terrain vont directement sur le terrain rencontrer les propriétaires, prennent rendez-vous, s'en vont sur le terrain, puis discutent avec le propriétaire, expliquent la bande riveraine, expliquent la ligne des hautes eaux, la déterminent, discutent avec le propriétaire, puis évaluent évidemment la bande riveraine. Par la suite, retour au bureau, puis il y a une prescription vraiment ciblée qui est faite pour chacun des terrains. À partir des observations terrain, les agents terrain vont faire une prescription qui est vraiment ciblée pour le terrain proprement dit. Chacun des terrains va recevoir une prescription, des interventions qui doivent être faites pour ramener la bande riveraine à son état naturel, ou plus près possible de son état naturel. Cette prescription-là est envoyée au propriétaire, puis par la suite, on accompagne les gens dans la remise à l'état de la bande riveraine. C'est de la plantation d'arbres, ça peut être différent. C'est vraiment, chaque cas est un cas. C'est vraiment du cas par cas. La prescription est différente pour chacun des cas, mais le modèle de prescription est le même pour tous. Un projet comme ça ne se fait pas nécessairement uniquement avec la Ville de Bonaventure. On est allé chercher plusieurs partenaires financiers, puis plusieurs aides. On a le gouvernement du Québec dans le cadre du programme phare qui s'est impliqué avec le ministère des Affaires municipales et l'occupation de territoire. On a aussi la Fondation Hydro-Québec qui aussi a contribué grandement pour nous soutenir à l'intérieur de ce projet-là. Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, de par aussi le partenariat, mais aussi leur engagement en termes de services et toute autre chose. Et aussi le gouvernement du Canada via le programme Emploi d'été Canada. Donc, il s'agit d'un projet qui a un coût global de 134 900 $ sur 3 ans. Au lieu d'arriver puis de travailler de façon on pourrait dire, forcer la main des gens, on va plutôt travailler à soutenir, sensibiliser, puis démontrer l'importance. Fait qu'on n'arrive pas avec nos gants de boxe, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut tout simplement les informer et les sensibiliser, puis les amener à faire des changements par eux-mêmes. Je pense que c'est toujours la meilleure manière que les changements se fassent par soi-même et non pas de façon forcée. Donc, c'est ça qu'on tente de faire. Lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi le 12 septembre dernier, Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous explique le tournant du comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie vers le pôle des technologies propres et de son importance. À l'arrivée de Ciment Maganis, il y a de cela 4 ans, environ, 3-4 ans, c'est que la MRC, en collaboration avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est qu'on était allé chercher une aide financière pour l'embauche, entre autres, d'une ressource, puis de différentes études. C'était le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie. C'est sûr que durant les 3 ans, il y a beaucoup de travail qui a été fait, soit qu'on a eu plusieurs rencontres, on a sensibilisé l'entreprise, embauché des gens, des travailleurs locaux, également des entreprises locales. C'est un travail qui s'est fait dans l'ombre, mais qui s'est fait sur une base des 3 années que le comité de maximisation était en opération. Mais durant la dernière année, c'est qu'on a décidé d'aller en prospection parce qu'on se disait, c'est correct la cimenterie à Port-Daniel-Gascon, il y a peut-être moyen d'y donner une valeur ajoutée. D'y donner une valeur ajoutée dans le sens que si on pouvait attirer d'autres entreprises autour de Ciment Maganis. Ça fait qu'il y a eu une période, durant la dernière année, on avait donné à une firme un mandat pour faire de la prospection. Puis la prospection, ce que ça a débouché sur les industries ou les entreprises qui étaient intéressées à faire des affaires autour de Ciment Maganis, autour de la cimenterie. C'était des entreprises, en réalité,
au niveau de la captation de carbone ou encore d'utilisation de la biomasse. Ce n'étaient pas des entreprises que j'appellerais traditionnelles, comme des entreprises pour faire de la brique ou des choses comme ça. Avec de là est né le fameux colloque Défi Carbone. Plusieurs entreprises nationales et même internationales se sont déplacées puis sont venues à ce colloque. On en a appris beaucoup à ce colloque-là. On a beaucoup à apprendre encore. Ça fait que suite à ça, est venue l'idée de la création du pôle des technologies propres de la Gaspésie. Puis là, ce que ça en est rendu, là, c'est que le pôle a été créé. On a présentement une charte. Au niveau du conseil d'administration, il y a Simon Méganis, bien entendu, la MRC du Rocher-Percé, la MRC de Bonaventure. Il y a également le conseil de l'environnement et la municipalité de Port-Daniel-Gascon. De plus, il va y avoir 4 membres cooptés, 2 au niveau économique et 2 au niveau de la recherche. Puis ça, personnellement, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire à la population, c'est que j'y crois énormément. J'y crois beaucoup parce que je pense que c'est l'avenir. L'environnement, c'est sûr et certain, c'est l'avenir. Ça fait que si on peut capter, un exemple, capter le carbone, c'est pas seulement le capter, c'est le transformer. Ça veut dire, si tu captes du carbone, tu le transformes, ça veut dire des nouvelles entreprises. Qui dit nouvelles entreprises, dit lors de la construction des emplois, puis après ça, durant les opérations, encore des emplois. Ça fait que, ce qui concerne le pôle des technologies propres, je pense que ça va être très bienvenu dans la municipalité puis dans nos MRC, soit celle de Bonaventure et du Rocher-Percé. La station de radio communautaire de la Baie des Chaleurs, Cieux FM, recevra un montant de 28 663 pour la réalisation du projet À la découverte. Les fonds accordés au projet proviennent de Radiomètre, un programme de financement visant l'amélioration de la programmation locale et la participation de bénévoles qualifiés aux activités des radios. Avec ce montant, la station veut présenter sur ses ondes des entrevues en profondeur avec des personnalités de la région de la Baie des Chaleurs. Il s'agit de la seconde fois que Cieux FM se mérite du financement du FCRC dans le cadre de ce programme, portant l'aide totale reçue à 48 663. Vendredi, le 14 septembre, à la salle des Chevaliers de Colombe de Passepébiac, avait lieu un souper bénéfice organisé par le collectif alimentaire. Nous y avons rencontré Sylvain Badram, coordonnateur du collectif, qui nous donne un aperçu de leur programmation. On va avoir des ateliers par enfant une fois par mois. Les enfants donc sont invités à venir cuisiner avec leurs parents au collectif. Sinon, il y aura des ateliers de groupes scolaires, des ateliers de fabrication de pain, par exemple. Il y aura la fête des récoltes. Donc, pour le collectif a 2 jardins à Passepébiac et Bonaventure. Donc, le 6 octobre sera l'occasion pour les jardiniers de se rassembler, de récolter leurs légumes, leurs parcelles et de faire un grand souper communautaire avec le fruit des récoltes. Aujourd'hui, c'est le souper spaghetti. Oui, aujourd'hui, là, se tient le souper spaghetti, en fait, qui est comme un événement qui est peut-être appelé à devenir une tradition là, au collectif. Chaque billet qui aura été vendu est un financement à 100% pour l'organisme, donc ayant pas eu presque de dépenses associées à l'événement. On peut dire mission accomplie pour ce bel événement-là. Ça va servir à financer les autres activités. À financer les activités, à pouvoir, entre autres, financer les achats pour nos autres activités. On va une grande nouveauté cette année. C'est les 2 derniers vendredis de chaque mois. On va inviter la population à venir carrément dans nos locaux pour partager un repas. Donc, c'est une soupe populaire. Donc, on invite vraiment les gens, défavorisés ou non, à venir vraiment partager le repas avec nous. Et ce sera entièrement gratuit ou contribution volontaire. Et puis, ça pourra être l'occasion de célébrer l'abondance parce qu'on reçoit beaucoup de dons de légumes des agriculteurs locaux. Et c'est une façon de redonner ces surplus-là à la population générale. Donc, une grosse partie est donnée dans nos dépannages alimentaires, mais une autre partie qu'on doit transformer. Donc, une façon de célébrer ça, c'est d'inviter les gens à venir manger puis partager un repas là, de soupe avec nous.
on fait beaucoup de récupération alimentaire, mais on doit faire aussi beaucoup de transformation alimentaire avec ces produits-là. Donc, toute personne qui serait intéressée à participer, à devenir bénévole pour nos activités est le bienvenu. Ou sinon, bien, on est toujours à la recherche de pots, des pots de plastique ou des pots en verre pour pouvoir stocker ce qu'on doit cuisiner. Et même des caisses d'œufs, parce qu'on reçoit aussi beaucoup d'œufs en grande quantité. Puis ça nous permet, pour les dépannages, bien, on les divise en douzaines. Donc, avoir des cartons d'œufs, des douzaines d'œufs, ça pourrait aussi être les bienvenus. Donc, tout ça, vous pouvez amener au collectif alimentaire. J'invite la population à se tenir à jour sur notre page Facebook où on publie régulièrement nos activités à venir. Tout ça va culminer avec le 15 décembre où on aura aussi notre traditionnel souper de Noël. Donc, qui sera pour l'occasion d'inviter 150 personnes défavorisées de Percébac et des environs à venir partager un repas des fêtes avec nous. Puis, les personnes qui sont intéressées à participer ou juste s'informer, ils vous rejoignent en quel numéro? En fait, les gens, ils peuvent nous contacter du lundi au vendredi au collectif alimentaire 752-5010 ou nous envoyer un message par courriel ou sur Facebook, mais le plus simple est carrément de nous contacter par téléphone et peut-être même de venir sur place. Donc, on assure une présence aux locaux entre 9h et 16h dans les jours de semaine. Donc, passez faire un tour, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. À noter qu'un montant total de 1903 fut récolté à l'occasion de ce souper spaghetti. Mardi, le 18 septembre, un 5 à 7 festif fut organisé par l'organisme Femmes en Mouvement pour débuter leur saison avec le lancement de la programmation de cet automne. En voici un court résumé. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue à notre 5 à 7 traditionnel. Je vous souhaite la bienvenue dans notre 5 à 7. C'est ici qu'on va vous parler, vous présenter notre programmation de cet automne. Pour le mois de septembre, il est pas mal entamé, hein? Fait qu'on a aujourd'hui et on a nos fameux déjeuners. On a changé un peu la formule, on a fait un déjeuner causerie. Le prochain déjeuner va être le 25 septembre, c'est un mardi, c'est de 9h30 à 11h30. Mercredi, le 3 octobre, c'est la Journée nationale des centres de femmes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de rester à l'affût pour les celles qui sont sur Facebook. Il va y avoir des petites capsules et en même temps, il va y avoir la parole de ce que vous avez écrit sur les nappes, sur qu'est-ce qui fait que vous aimez ça venir dans votre centre de femmes, à quoi ça répond comme besoin. On a toujours une journée qui est moussée par notre regroupement national qui est l'Aire des centres de femmes. Mais cette année, ils ont mis l'emphase sur la semaine d'action qui est le 22 octobre. Fait que là, vous allez avoir il va y avoir des activités, il va y avoir plus d'actions à travers le Québec pour la semaine du 22 octobre que pour la Journée nationale des centres de femmes. Mais on tenait quand même à le souligner parce qu'à chaque année, on fait quelque chose dans cette journée-là. Samedi le 13 octobre, de 10h à midi, mesdames, j'ai l'honneur de vous dire que M. Jean-Marie Thibault, il va revenir. Ensuite de ça, le mardi 23 octobre, comme vous avez marqué, les déjeuners sont les mardis. Donc, le matin, déjeuner causerie. Justement, c'est le lancement de la campagne de visibilité des centres de femmes à travers le Québec. Donc, le thème de cette causerie-là, c'est un centre de femmes pour prendre soin de soi, s'entraider et agir ensemble. Parce que ça, c'est le slogan qui a été lancé justement par le regroupement des centres de femmes. Donc, on va vraiment aborder ce sujet-là sur en quoi c'est possible pour vous de prendre soin de vous, d'agir ensemble, puis de s'entraider justement dans le centre de femmes. La dernière activité du mois d'octobre, qui est le mercredi 24 octobre, de 9h30 à 11h30, c'est l'atelier de généalogie qu'on avait fait aussi ce printemps, qui est un atelier de généalogie pour mieux comprendre puis apprendre sur nos ancêtres. Ensuite, on tombe pour le mois de novembre. Je ne sais pas si vous savez, habituellement, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, en souvenir des vétérans de guerre. Donc, on porte le coquelicot rouge. Ici, à Femmes en Mouvement et avec le collectif Échec à la guerre, on porte le coquelicot blanc parce qu'on pense que les victimes de guerre, c'est pas juste les vétérans de guerre, mais c'est entre autres maintenant, pratiquement 80% des victimes de guerre, ce sont les civils, les femmes, les enfants et les personnes qui vivent justement dans ces pays-là en guerre.
Donc, c'est vraiment pour élargir le champ du souvenir des victimes de guerre. Dans le cadre, justement, de cette journée-là, mercredi, le 7 novembre, en soirée, pour venir écouter un cinéma documentaire. Donc, le thème, c'est « À la poursuite de la paix ». Si on continue, mercredi 14 novembre, c'est encore les ateliers de généalogie que je vous ai expliqué tantôt. Puis, on termine avec le mardi 27 novembre, le déjeuner causerie. Et là, on va accueillir notre amie Francine Poirier, qui est auteure, nouvellement auteure, qui va venir nous présenter, non, c'est ça, présenter son livre. Le 6 décembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Donc, dans le cadre de cette journée-là de sensibilisation et de mobilisation, il va y avoir un autre cinéma documentaire. Là, vous pouvez voir, je suis comme partie en grand avec les cinémas. Je trouve que c'est un bon moyen de transmettre l'information, de discuter ensemble. Puis des fois, ça ouvre la porte à dire, ben, on a-t-il envie de faire quelque chose avec ça pour permettre de transformer les choses? Mercredi 12 décembre, ce sont encore les ateliers de généalogie qui vont avoir lieu. Et après ça, il y a le samedi 15 décembre, c'est notre fameux dîner de Noël. Ensuite de ça, on a nos comités. On a 2 comités, dont le comité des Camilles, pour celles qui, ça fait 6 ans, 6-7 ans que ça existe. Il va y en avoir un mois d'octobre, puis un mois de novembre, une rencontre des Camilles. Et on a comité de transformation sociale, un en novembre et un en décembre, c'est nouveau. Il n'y a pas de thème précis, parce que le thème, il va se décider entre nous, selon vos intérêts, vos besoins, puis vraiment vos enjeux et vos préoccupations. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être évolutif, qui va probablement se répéter la saison d'après, mais c'est vraiment pour se sensibiliser, apprendre à comprendre, pour ensuite agir. Madame Louise, pouvez-vous nous dire pour vous, c'est quoi le Centre de femmes? Le Centre de femmes, pour moi, c'est un lieu où on peut venir pour briser l'isolement, pour se rencontrer entre femmes puis discuter des différentes problématiques qu'on peut rencontrer, soit au niveau du travail ou socialement. C'est quoi pour vous le Centre de femmes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je ne connaissais pas le Centre de femmes avant l'année passée. C'est une de mes amies qui m'a invitée à venir à la Porte Ouverte l'année passée. Puis, j'ai découvert un groupe de femmes fantastiques. Il y a des belles activités ici, c'est très intéressant. Des activités à caractère psychologique. Des fois c'est juste un échange, on apprend des choses, on partage des repas, on partage des activités. Il n'y a personne qui force personne. Tout le monde est libre de venir quand ils veulent. Tout le monde est libre de s'exprimer ou de juste s'écouter. C'est bien intéressant. Nous avons reçu la visite de Michel Langeli, comédien, danseur, musicien et intervenant psychosocial originaire de Chandler, qui est venu nous parler de son spectacle intitulé « Vrai ». Vrai, c'est un spectacle-conférence, comme on dit. Dans le fond, on retrouve tous les aspects d'un spectacle, que ce soit la danse, la musique, le théâtre. Puis on inclut aussi une partie plus conférence, qui se mêle à tout ça. Mais d'où ça vient, cette histoire-là, c'est que, dans le fond, moi, j'ai été artiste une grande partie de ma vie à Montréal. J'ai gagné ma vie comme danseur professionnel, chorégraphe, concepteur, tout ça. J'ai une formation d'acteur, puis j'ai une formation aussi de musicien de piano classique. Puis, à la quarantaine, j'ai décidé de faire un retour à l'école, puis j'ai étudié en travail social. Mais là, quand je suis retourné à l'école étudiant en travail social, l'artiste, c'était fini pour moi. On met ça de côté, puis on passe à un autre appel. Erreur. Fait qu'à un moment donné, l'artiste était là, puis il voulait... Je ressentais le besoin de retourner sur les planches. Puis, tu sais, là, je peux plus danser, tout ça, on vieillit, etc. Mais là, je me suis dit, pourquoi... Puis là, pourquoi je ferais pas un spectacle qui va rallier l'artiste avec le travailleur social? Fait que c'est là qu'est né, vrai, dans le fond, un spectacle-conférence où tous les aspects de ma personnalité sont sur le tapis, comme on dit. Quels sont tes désirs pour ce spectacle-là dans l'avenir? Bien, là, on est vraiment content de la réaction que ça a suscité parce qu'au-delà du divertissement, tout ça, puis que les gens disent « Mon Dieu, tu joues bien du piano, tu danses bien », c'est sûr que je suis content de ça. Mais il y a un côté social de ce spectacle-là. On voulait toucher les gens aussi.
Puis ça a vraiment bien fonctionné à ce niveau-là. Les gens me disent aujourd'hui, tu sais, quand tu as dit telle phrase, ben ça a fait ça en moi. Ça m'a donné le courage d'aller consulter. Ou il y en a qui m'ont dit, juste de savoir que je suis pas tout seul de vivre ça, ça m'a soulagé. Fait que j'ai eu plein de beaux témoignages comme ça. Puis ces gens-là me disaient aussi, Michel, tu peux pas juste garder ça pour toi. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que d'autres personnes voient ça. Fait que là, ça a commencé à faire son petit chemin dans notre tête. Puis par la suite, ben c'est ça. Danielle Wittom, elle, qui est l'auteur du spectacle, elle s'est vraiment arrêtée pour aller voir tous les sites Internet. Comment on fait ça, un dossier de presse? Parce que là, ce qu'on nous disait, il faut faire un dossier de presse. Bon, c'est quoi un dossier de presse? Elle a tout vérifié, tout ça. Fait que là, on est pas mal à la fin là, du processus. Notre dossier est presque prêt. Puis on a été aidé par Marie-Claude Tétrault, qui est la femme de Normand Bratois, pour pas le dire. Elle nous a conseillé. Puis il y a aussi PA Méthode. Fait qu'on a envoyé tout ce qu'on bâtissait, nos promotions en vidéo, nos textes écrits, on leur envoyait à eux pour qu'ils valident. Fait que voilà. Fait que là, il y a aussi Martin Hogan qui s'est joint à l'équipe. Martin Hogan, c'est lui qui est en charge de tous les spectacles à la Vieille Usine. Fait que lui, il n'a pas vu le spectacle, mais par contre, quand il a vu les démos puis tout ça, il s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que dans le fond, la prochaine étape, c'est qu'avec notre dossier de presse électronique sur une clé USB, lui va donner des clés USB à tous les diffuseurs, je ne sais pas si à tout, mais à pas mal de diffuseurs au Québec, de notre dossier de presse. Puis en espérant que ça va faire des petits, puis qu'on va pouvoir aller l'exporter à l'extérieur, parce qu'on a vraiment cette volonté-là. Puis là, tu as mentionné PA. Tu as eu une bonne influence dans sa vie, puis dans ses choix de carrière et tout. Ben oui, j'ai découvert ça. C'est à un moment donné, un samedi matin, ma chum m'envoie un message avec une photo prise du livre à PA, tu sais, un screenshot de la page qui parle de moi, puis que j'ai été un élément positif dans l'orientation de PA, tout ça. On n'avait pas vraiment eu la chance de s'en parler, tout ça. Moi, j'étais un petit peu gêné quand il venait à Chandler. Je n'osais pas lui parler de ça. On se disait bonjour, tout ça. Mais il y a 2 mois, on a eu vraiment une discussion d'1 heure au téléphone où il m'a dit « T'as pas idée l'importance que tu as eue dans mon parcours. » Puis c'est incroyable parce que lui, quand il avait 12 ans, moi, je n'avais 14 ans. Non, j'avais plus que ça. Mais bref, quand il me voyait à la télé, puis dans les vidéoclips, puis dans les galas, lui, dans sa tête, ça a fait comme « Hey, tabarouette! » C'est possible de faire d'autres choses. Parce que, tu sais, dans le fond, nous, dans les années 80, il ne faut pas oublier qu'en Gaspésie, aller étudier en théâtre, là, ou de faire de la danse, je sortais des rangs. Hein? Fait que lui, ça sonnait une cloche, tu sais. Puis c'est là qu'il s'est dit, bon, peut-être que je peux faire d'autres choses dans la vie qu'une profession plus libérale, là, comme on est habitué de voir, là, enseignant, etc. Fait que, oui, il m'a dit que ça a vraiment eu de l'importance, puis même plus loin que ça. Tu sais, c'est pas juste dans l'orientation professionnelle, mais vraiment, il dit que l'effet de cet espoir-là, de voir ça, ça a fait que peut-être il a pris le bon chemin. Peut-être qu'il ne l'aurait pas pris. Ça, c'est ces mots qu'il dit. Hein? Puis moi, je dis, voyons, PA, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là. Je te le dis, ça a vraiment eu une importance majeure. Fait que ça, c'est un beau cadeau qui n'arrive pas souvent dans la vie. Hein? Il n'y a pas d'argent qui remplace le sentiment d'avoir influencé positivement quelqu'un. Là, le spectacle a super bien marché. Là, il y a des supplémentaires qui sont prévus. Il y en a une, en fait, c'est le 27 octobre, à la Polyvalente, à la salle Thomas Morrissey à Chandler. Puis, c'est possible de se procurer les billets au Couche-Tard Irving à Chandler, JL Vidéo à Grande-Rivière, ou si les personnes sont un petit peu plus loin, sur le réseau admission.com. Fait que c'est possible de se procurer des billets là. La vente des billets va quand même assez bien. On a déjà 50% de vendus. Fait que à bientôt. Dans le cadre des Journées de la culture, samedi le 29 septembre à 14h à la bibliothèque de Passepébiac, les éditions Liberté des mots, maison d'édition gaspésienne spécialisée dans la jeunesse, soulignent leur parution de l'automne 2018 et leur premier anniversaire d'existence avec la population et plusieurs membres de leur équipe créatrice. Venez rencontrer et échanger avec les auteurs Francine Poirier et Julie Daniel, l'illustratrice Annie Caillouette, ainsi que l'éditrice Cathy Edith Lacroix. Il y aura des surprises et des tirages. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 23 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!